En Russie, un haut général est assassiné en pleine capitale. Pendant que certains tentent de parler de paix à Miami, d'autres répondent par des bombes. En Algérie, le Parlement décide de regarder les plaies de l'histoire. La colonisation française est officiellement reconnue comme un crime et Alger exige des excuses, faisant trembler encore une fois les relations avec Paris. Au Moyen-Orient, les États-Unis se déchaînent militairement en Syrie. Sous prétexte de lutter contre l'État islamique, ils ont bombardé le pays, multiplié les frappes massives et au passage, rappeler au monde entier que Washington n'a aucune intention de quitter la région, comme un avertissement à ceux qui, comme le Nigeria, acceptent trop facilement cette aide militaire. Et pendant ce temps, l'Union européenne renonce à utiliser les avoirs russes gelés et s'endette encore plus pour financer l'Ukraine, ce qui crée une division interne. Je vous explique tout sur Pensez le Monde. Le chef de la formation opérationnelle de l'état-major des forces armées russes a été tué par une bombe placée sous sa voiture dans le quartier de Yasenevo, au sud de Moscou. C'est ce qu'a annoncé officiellement le comité d'enquête russe. L'attaque a eu lieu ce lundi 22 décembre 2025, alors que le lieutenant-général Fanil Sarvarov partait au travail. D'après les premières informations de l'enquête préliminaire, un engin explosif artisanal aurait été fixé sous son véhicule et aurait explosé peu après qu'il ait démarré la voiture. Le porte-parole du comité d'enquête, Svetlana Petrenko, a indiqué que plusieurs hypothèses étaient étudiées. Parmi elles, une possible implication des services secrets ukrainiens est envisagée. Ce ne serait pas une première. En décembre 2024, les services ukrainiens avaient déjà revendiqué une attaque similaire contre un haut officier russe. À l'époque, le lieutenant-général Igor Kirillov, responsable des forces de défense nucléaire, biologique et chimique de la Russie, avait été éliminé après l'explosion d'un engin caché dans un scooter électrique près de chez lui, juste après qu'une plainte pénale ait été déposée contre lui par Kiev. Son adjoint, Polikarpov, avait également trouvé la mort dans cette attaque. Peu avant 7 h du matin à Moscou, un lieutenant-général de l'état-major russe sort avec sa voiture d'une place de parking. Une bombe placée sous le véhicule se déclenche alors. Il est tué dans l'explosion. Les habitants de ce quartier résidentiel ont été choqués par la déflagration. C'était effrayant. Au début, j'ai cru qu'un drone avait été abattu. Je me suis réveillée en sursaut, paniquée. J'ai vu arriver des policiers, des pompiers et des ambulances. J'ai pensé que quelqu'un avait besoin d'aide, alors je suis sortie et j'ai demandé aux voisins s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Les policiers russes ont commencé leurs investigations. Une enquête pour meurtre et trafic d'explosifs a été ouverte. Mais le comité d'enquête russe suspecte déjà les services ukrainiens. L'enquête examine différentes hypothèses concernant le meurtre. L'une d'elles évoque une implication des services spéciaux ukrainiens dans l'organisation de l'assassinat. L'homme visé était le lieutenant-général Fanil Sarvarov, responsable du département formation opérationnelle au sein de l'armée russe. Âgé de 56 ans, il avait participé à plusieurs conflits selon les médias russes, la guerre en Tchétchénie dans les années 90, l'intervention russe en Syrie et la guerre en Ukraine. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. En avril 2023, un blogueur militaire russe, Maxime Fomin, a été éliminé aussi par explosion d'une statuette piégée dans un café à Saint-Pétersbourg. Et en août 2022, une voiture piégée avait coûté la vie à Daria Dugina, la fille du philosophe russe influent Alexandre Douguine. On est donc là face à une série d'assassinats ciblés qui ressemble plus à un trailer géopolitique qu'à un simple fait divers. Ce nouvel attentat survient alors que la guerre en Ukraine continue et que pendant ce temps, des responsables russes et américains sont en discussion pour tenter de trouver une solution au conflit. Kirill Dmitriev, le représentant de Vladimir Poutine pour ces négociations-là, a parlé de discussions constructives. L'envoyé américain Steve Witkoff a aussi déclaré sur les réseaux que les échanges avaient été productifs et que Moscou se disait prête à instaurer la paix. On parle même d'un plan de paix évoqué entre responsables américains et ukrainiens. Sauf que côté Kiev, le message n'est pas vraiment clair. Volodymyr Zelensky a rejeté une proposition de Donald Trump au début du mois et d'autres responsables ukrainiens semblent eux aussi peu pressés de s'engager dans cette affaire. Une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky est prévue ce dimanche 28 décembre en Floride. Le thème principal à l'ordre du jour demeure le même, le plan de paix
pour l'Ukraine. Rappelons que Zelensky et ses alliés européens sont restés insatisfaits de la proposition initiale et ont développé leur propre version. Contrairement à la position de Moscou et de Washington qui rejettent la diplomatie de haut-parleurs, Kiev s'est lancé dans une campagne médiatique assourdissante. Zelensky n'a pas seulement publié ses 20 conditions, mais a partagé plusieurs commentaires quant à sa vision de ce qui est possible ou pas. La pierre angulaire reste la question des territoires. Sur ce sujet, aucun progrès n'a été observé. Le plan de Zelensky prévoit le retrait des troupes russes d'une partie du territoire, ainsi que la reprise du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporojié. Tout cela sans aucune concession en échange. C'est ce que Zelensky appelle un compromis à l'ukrainienne. Le seul progrès côté ukrainien est la possibilité d'organiser des référendums, une option qui interroge bien plus qu'elle ne propose de solution. Certes, il existe aujourd'hui des lignes rouges pour l'Ukraine et pour le peuple ukrainien. Je suis sûr qu'il y a des propositions de compromis. Les Américains les connaissent. Il ne fait aucun doute que notre ennemi a aussi toujours ses propres objectifs. Nous les connaissons. Toutes ces questions sont très sensibles. Cela concerne aussi bien les territoires que la centrale nucléaire de Zaporojié. Vous connaissez ma position. Juridiquement, nous ne reconnaîtrons rien. Nous avons également évoqué ce point. La discussion avec la société. La question reste ouverte de savoir s'il s'agira d'un référendum ou de telle ou telle modification législative. Quant à la position du Kremlin, elle reste inébranlable. De plus, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a rappelé que la Russie n'avait ni la possibilité ni l'intention de dépasser le cadre des accords conclus en Alaska. Selon lui, le plan proposé par Zelensky contredit radicalement tout ce qui a été discuté entre Moscou et Washington au cours de ces derniers mois. Hier, nous avons constaté l'apparition sur les réseaux sociaux ukrainiens de références à un document composé de 20 points. Nous savons que ce plan, si tant est qu'on puisse le qualifier de plan, diffère radicalement des 27 points sur lesquels nous avons travaillé avec la partie américaine ces dernières semaines, depuis le début du mois de décembre. Trump, de son côté, reste optimiste, tout en soulignant que la solution proposée par Zelensky ne vaut rien tant que le président américain ne l'aura pas personnellement approuvée. Il n'a rien tant que je ne l'ai pas approuvé, donc on verra ce qu'il a. Je pense que ça va bien se passer avec lui. Je pense que ça va aussi bien se passer avec Vladimir Poutine. Je compte lui parler bientôt. Lors de la réunion en Floride, Zelensky prévoit de régler les 10% restants du plan de paix. Ce sera déjà leur 6e rencontre depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, cette fois sans la participation des dirigeants de l'UE. Zelensky a néanmoins déclaré avoir déjà consulté certains d'entre eux et vouloir tenir une réunion supplémentaire en visioconférence avec ses soutiens avant sa rencontre décisive avec le président américain. Bref, pendant que certains discutent de paix, d'autres posent des bombes et la guerre continue. Quand on arrive en Algérie, le Parlement algérien vient d'adopter à l'unanimité une loi historique qui qualifie officiellement la colonisation française de crime et exige des excuses publiques de la France. Le texte évoque plusieurs pratiques jugées graves et imprescriptibles et intervient dans un climat diplomatique déjà très tendu entre Alger et Paris. Le 24 décembre 2025, les députés algériens ont fait un geste très symbolique en votant une loi dédiée à la mémoire coloniale et à ses conséquences. Cette décision vise à obtenir une reconnaissance claire et officielle des violences commises durant la période de la domination française entre 1830 et 1962. Dans un contexte où les relations entre les deux pays sont déjà électriques, cette adoption rappelle que le passé colonial reste un sujet sensible, émotionnel et déterminant dans les rapports entre l'Algérie et la France. L'objectif de ce texte est d'inscrire noir sur blanc la responsabilité de l'État français dans ce passé colonial. En l'adoptant, les députés veulent offrir une lecture assumée de l'histoire et reconnaître les souffrances subies par le peuple algérien pendant plus d'un siècle. Ce n'est pas un geste symbolique. La loi demande clairement des excuses officielles de la France, posant ainsi la question de la reconnaissance politique et morale sur la scène internationale. L'ambiance au Parlement montrait d'ailleurs toute l'importance du moment. Les députés étaient debout, certains portaient des écharpes aux couleurs nationales et ils ont applaudi chaleureusement à l'adoption de la loi, affichant donc une unité rare autour de ce sujet. Le texte adopté rend l'État français juridiquement responsable des crimes et des différentes tragédies liées à la colonisation en Algérie. Il liste d'ailleurs précisément ces crimes: les essais nucléaires, l'exécution extrajudiciaire, la torture à grande échelle, les violences psychologiques, mais aussi le pillage massif des ressources du pays. Et tout cela est considéré comme imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ce n'est pas que non, ils doivent le faire avant 10 ans, avant 20 ans, non.
Peu importe l'époque, peu importe le moment, ils vont le faire. Il n'y a pas de délai. Nous avons aujourd'hui la volonté de condamner la colonisation française pour les crimes indescriptibles commis contre le peuple algérien pendant l'occupation de notre pays. Le Parlement réclame des excuses officielles de la France sur la colonisation de l'Algérie entre 1830 et 1962. Le texte liste les crimes, exécutions, pratique de la torture physique et psychologique, essais nucléaires ou encore le pillage des ressources algériennes. La loi prévoit également un droit à des indemnisations financières de la part de la France. C'est un acte symbolique du Parlement algérien qui est une réponse d'une certaine mesure des actes symboliques de Macron depuis sa présidence, où il a essayé de parler surtout symboliquement et surtout sur le mémoire, etc., sans vraiment parler des réparations, sans vraiment parler des blessures. De son côté, Paris dénonce une initiative manifestement hostile, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels. Pour rappel, les relations entre Alger et Paris se sont fortement dégradées depuis la décision française en octobre 2024 de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis, les tensions se sont enchaînées, alimentées par les décisions françaises jugées hostiles par l'Algérie, notamment celles prises par l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Bref, la loi n'est pas qu'un texte, c'est un message politique fort, une mémoire qui refuse d'être enterrée, un dossier qui promet encore de faire parler. Avant le Nigeria, c'est la Syrie qui avait été ciblée par les États-Unis. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a lancé une série de frappes massives contre ce qu'elle présente comme des positions stratégiques de l'État islamique en Syrie. Ça ne vous rappelle pas une excuse? Plusieurs zones ont été visées en même temps. Le désert de Homs, au centre du pays, ainsi que les régions de Deir ez-Zor et de Raqqa à l'est. Bref, une opération large, coordonnée, très musclée, selon la version américaine. Le commandement central américain, CENTCOM, affirme avoir frappé plus de 70 cibles de l'État islamique, bien évidemment sans jamais montrer de preuves, et montrer de preuves qu'ils n'ont pas fait de bavure, donc détruit des endroits où il y avait des civils et j'en passe. Et ils ont dit qu'ils l'ont fait en utilisant quasiment tout ce qui pouvait voler ou tirer, c'est-à-dire avions de chasse, hélicoptères d'attaque, artillerie lourde et plus d'une centaine de munitions de précision. Les frappes auraient ciblé des caches d'armes, des infrastructures stratégiques et des positions opérationnelles. Et pour couronner le tout, les avions jordaniens auraient également participé à l'opération. Le secrétaire américain à la guerre, Peter Hegseth, a présenté officiellement une opération militaire baptisée Hawk Eyes en Syrie. Selon Washington, cette offensive serait une réponse directe à une récente attaque de Palmyre qui a causé la mort de 3 Américains. Dans un message publié sur X, Hegseth a expliqué que l'objectif était simple et radical: éliminer les combattants de l'État islamique, détruire leurs infrastructures et neutraliser leurs stocks d'armes. D'après lui, l'opération aurait déjà fait de nombreuses victimes dans les rangs du groupe armé, du groupe terroriste. Vous voyez que ce sont exactement les mêmes arguments utilisés au Nigeria, n'est-ce pas? Exactement les mêmes. Connaissant les intérêts américains en Syrie, vous pensez que c'est l'État islamique leur problème? Qui finance l'État islamique? Un responsable américain a précisé que les frappes avaient été lancées simultanément sur plusieurs zones du centre de la Syrie, touchant plus de 70 cibles au total. Selon CBS News, des avions F-15, des A-10 Thunderbolt, surnommés les Warthog, et réputés pour leur redoutable efficacité près du sol, ainsi que des hélicoptères Apache, auraient participé au bombardement du vendredi 19 décembre 2025. Là encore, des F-16 jordaniens seraient venus en renfort. Le CENTCOM parle d'une frappe massive et d'une riposte directe. Donald Trump a déclaré lui-même avoir ordonné cette opération d'envergure pour frapper les terroristes responsables de la mort des 3 Américains. Sans surprise, selon lui, tout s'est bien passé. Mais bien évidemment, on doit le croire sur parole. Chaque cible a été atteinte. Il a rassuré ça en étant fidèle à son style très confiant. Toujours selon CENTCOM, depuis l'attaque contre leurs soldats le week-end précédent, les forces américaines auraient mené 10 opérations différentes en Syrie et en Irak, entraînant la mort ou l'arrestation de 23 combattants qualifiés de terroristes. Et ça, c'est la version américaine, dont on ne connaît pas la vérité. Sur le terrain, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé que la coalition internationale était bel et bien derrière ces bombardements avec la participation d'avions arabes. Les frappes auraient visé des positions de l'État islamique dans le désert syrien, mais aussi dans certaines zones contrôlées par le gouvernement de Damas.
Il affirme également que les roquettes auraient été tirées depuis Al-Shadadi après l'arrivée de 4 avions cargo américains sur la base locale, lesquels auraient servi à identifier et détruire les cibles. Ces gars passent tellement leur temps à répéter État islamique, État islamique, État islamique, que pour moi, je pense que c'est une manière forcée de nous mettre ça dans la tête. D'après cette même source, un chef de l'État islamique aurait été tué à Deir ez-Zor, ainsi que d'autres responsables de la zone de Jabal al-Bishri. Et ça, c'est situé à l'ouest de la ville, dans la campagne de Raqqa. Les frappes auraient donc atteint leur objectif et envoyé, selon lui, un message clair de Washington au groupe djihadiste. Il précise également que les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes, les FDS, n'ont pas été touchées, rappelant que les terreaux fonctionnent désormais surtout sous une forme de petites cellules dispersées. Mais je veux aussi rappeler une autre chose. C'est toujours les Américains, les États-Unis qui ont mis à la tête du territoire syrien un terroriste. Voilà, on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu des gens de l'ancien régime dont les membres se seraient échappés de prison en automne. Il s'inquiète aussi du sort de certains anciens détenus et des cellules encore actives dans le désert syrien. Bien évidemment, il faut encore qu'ils puissent frapper, qu'ils puissent envoyer des explosifs. Enfin, il insiste sur un point. La menace ne se limite pas aux combattants cachés, mais aussi à l'idéologie de l'État islamique elle-même, parce qu'ils veulent pouvoir justifier le tracking de ça partout. Il rappelle que l'auteur de l'attaque de Palmyre était un ancien membre de la sécurité interne de l'État islamique. Selon lui, les opérations américaines continueront tant que Washington estimera qu'il existe la moindre menace contre ses forces. Voilà ce qui attend l'Afrique, plus globalement, particulièrement l'Afrique de l'Ouest et le Nigeria, si le Nigeria continue de se laisser faire. Lors du dernier sommet de l'Union européenne, les dirigeants ont trouvé un accord. L'Ukraine va recevoir un prêt financé directement par le budget de l'Union européenne sans toucher aux avoirs russes gelés. Une décision qui a surpris le chancelier allemand Friedrich Merz. Et ça a provoqué des réactions très partagées parmi les États membres de l'Union européenne. À Berlin, cette orientation a été vécue comme une vraie douche froide. Friedrich Merz défendait fermement l'idée qu'il fallait absolument utiliser l'argent des Russes pour pouvoir donner ça à Kiev ou alors utiliser ça comme ils veulent. Il avait même menacé, disant qu'en renonçant à cette option, l'Union européenne risquait en fait de fragiliser sa crédibilité à long terme. Pourtant, malgré un lobbying intense, lourd, chargé, le chancelier n'a pas vu venir ce revirement et s'est retrouvé en décalage avec la majorité des dirigeants européens. Au terme des discussions, les chefs d'État et de gouvernement ont validé ce que l'Allemagne rejetait depuis des mois, un prêt sans intérêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine sur une période de 2026 à 2027, directement financé par le budget européen. Cette décision a également déçu la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Elle aussi était favorable à l'utilisation de l'argent russe, au vol de l'argent russe en l'occurrence. Ce sont justement les réticences face à la confiscation des fonds qui ont pesé très lourd, parce qu'il y allait avoir des conséquences. La Belgique, où sont conservés près de 260 milliards d'euros d'avoirs russes, au sein de Euroclear, a exprimé très clairement ses craintes face aux représailles de Moscou. D'autres pays comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Italie, la Bulgarie, Malte, la Tchéquie ont également dit non à l'idée d'un prêt de réparation financé par ses actifs. Le 19 décembre 2025, l'Union européenne a donc validé officiellement un crédit de 90 milliards d'euros pour Kiev, financé par le budget européen et non pas par l'argent des Russes qu'ils ont volé ou qu'ils ont gelé. Ces fonds doivent couvrir les besoins de l'Ukraine entre 2026 et 2027. Toutefois, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont refusé de participer au financement. Ils ont dit qu'ils ne vont donner aucun centime. Ils ne vont pas donner leur argent à l'Ukraine. En plus, une Ukraine qui refuse de signer la paix. Côté russe, la position ne change pas. Même principe. Moscou considère toute action visant ses actifs souverains comme illégale. Vladimir Poutine a dénoncé cette affaire et a qualifié tout ça de vol. D'ailleurs, il a averti que les pillards vont s'exposer à de graves conséquences. Je pense que c'est ça qui a fait pisser dans le foc d'un certain nombre de dirigeants et ils ont dit que ok, c'est bon, on ne va plus finalement toucher leur argent. Fallait qu'ils fassent son voix. Autrement dit, derrière les grands discours, les tentations financières et la géopolitique, tout ça restait explosif et l'histoire est loin d'être terminée. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.